Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, j'ai l'avantage de recevoir Madame Magali Zamor, elle est secrétaire générale CGTM Santé au CHUM. Bonjour Madame Zamor. Bien le bonjour, salutations à tous. Je suis bien content de vous avoir. Vous étiez difficile à joindre, mais enfin on a réussi, on a réussi à vous joindre. C'était une plaisanterie. En tout cas, merci d'être avec nous, Madame Zamor. Voilà. De par votre métier, vous êtes au CHUM, jouez évidemment plein de questions à vous poser, mais singulièrement sur la santé, à l'état actuel des choses. Aujourd'hui, on en est où? Est-ce que les soignants peuvent reprendre le boulot pour s'occuper des malades qui sont à la MENA ou les choses qui restent à faire, hein? Quel est le point de la situation aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Alors, pour comprendre où nous sommes aujourd'hui, il faudrait comprendre d'où nous sommes partis. Oui. Et c'est très important de rappeler que depuis le 14 juillet, le secteur de la santé, un préavis de grève a été déposé par le syndicat de la santé pour dire non à l'obligation vaccinale et non au pass sanitaire. Je tiens à préciser que c'est non à l'obligation vaccinale parce qu'il y a l'amalgame. Il y a de ceux qui critiquent, qui disent « Ah oui, les syndicalistes sont contre la vaccination, ils sont eux-mêmes vaccinés. » Non, on s'en fout de qui vacciner, pas vacciner. Chacun doit être libre de disposer de son corps. C'est ce que nous disons. Et nous sommes pour, c'est parfois la tête à la liberté de chacun. Je ne vais pas vous demander si vous êtes vacciné, mais pour que les gens comprennent bien, c'est effectivement ça. Vous n'êtes pas contre la vaccination, contre l'obligation vaccinale. Et quand je dis vous, c'est pas vous simplement, c'est les soignants. C'est bien ça, hein, le problème. La plupart des soignants, on va dire. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons un slogan, vacciner, non vacciner, tous ensemble. Contre l'obligation. Parce que c'est la tête aux libertés, liberté individuelle et liberté collective. D'accord. Donc ce préavis est déposé le 14 juillet. Et au fil de l'eau, le 15 novembre, il y a un autre préavis qui a été déposé par deux organisations syndicales. Et par rapport à la butoir de l'obligation de la mise en œuvre et de l'application de l'obligation vaccinale sur le territoire. Et donc nous avons eu par nos différentes interventions, mobilisations, cette date a été décalée. Et donc on s'est vu à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs dérogations. Donc c'était des petits pas. D'accord, on pourrait dire. Et depuis la venue du ministre, on a vu avec les échanges, avec le départ de la médiatrice, Mme Topillet, qui était venue en Martinique, qui voulait contenir, faire la médiation qu'avec les agents du CHUM. Et nous avons exigé que ce soit pour le territoire. Et donc, du coup, en partant, elle avait laissé des recommandations, à savoir que ce soit appliqué à l'ensemble des professionnels de santé. Donc, nous avons rencontré le préfet. Entre-temps, les centrales syndicales aussi, le 22 novembre, ont déposé un préavis avec 13 points de revendication. Et ces revendications ne concernaient pas uniquement la santé, il y avait la santé et d'autres problématiques connues sur le territoire Martinique. D'accord. Alors, le ministre, puisque vous parlez de lui, avant de venir aux Antilles, il a même demandé si c'était un moyen, enfin, si nous voulions avoir, pas l'indépendance, mais l'autonomie. Est-ce que vous pensez que c'était un moyen pour lui de botter en touche, parce qu'il n'avait pas de solution concrète à vous apporter? Parce que le ministre, sa position, c'est de dire que la loi de la République française doit s'appliquer dans tous les départements et régions de la République française. Là, on est bloqué dans ça. Ben écoutez, moi j'ai un ministre aujourd'hui, hier il a dit vert, après il a dit rouge, après il a dit caco. Le ministre fait beaucoup d'annonces et je ne sais pas si aujourd'hui si on peut croire en sa parole ou en ses paroles. Donc on a aujourd'hui un gouvernement qui dit qu'il se dédie, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc il y a confiance, il y a une rupture de confiance. D'accord. Et d'ailleurs, même quand le ministre fait des annonces, où on va au-devant de la préfecture, du préfet ou du directeur de l'ARS, et on leur demande de transcrire par un acte administratif les discours, les déclarations du ministre, c'est une difficulté. C'est une difficulté. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui bloqués parce que nous avons, lors du passage du ministre, ce qu'il a dit en préfecture et ce qu'il a dit à la presse, ça ne coïncide pas du tout. Du tout. Et on nous fait passer pour des fanfarons, des menteurs. La presse n'était pas là lors de ce dialogue avec le ministre? Ah non, du tout. D'accord. Du tout. Et donc voilà, où nous en sommes aujourd'hui. Et quand il est sorti et qu'il a confirmé que la dérogation serait différée au 31 décembre
Et en préfecture, nous avons demandé au préfet, vous avez bien entendu comme nous ce qu'a dit le ministre, de faire un acte administratif, de produire un acte administratif qui précise effectivement que c'est bien le 31 décembre parce que les agents, les professionnels sont inquiets parce qu'il y a cette méfiance et puis ce doute et puis cette rupture de confiance. Il faut un acte administratif, un écrit local qui reprend ce qu'a dit le ministre. Qu'est-ce que jusqu'à aujourd'hui on attend? Aujourd'hui, un document, un communiqué de presse sort du préfet de l'ARS qui confirme que c'est bien le 31, mais sauf que qui dit bon, il faut vacciner, voilà, si ceux qui ne veulent pas, on va discuter avec eux, on fait bon, voilà quoi. Donc quand on veut faire confiance à un tel gouvernement, à un tel ministre, à une telle déclaration, quant au préfet, quant au directeur général de l'ARS? Alors aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu arrêtées parce que le préfet, semble-t-il, est atteint du Covid. Oui. Quelques membres de l'intersyndicale aussi semblent être atteints aussi par le Covid. Est-ce que ça freine un petit peu les choses? Les négociations sont interrompues ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai entendu par voie de presse que les négociations étaient interrompues du fait de l'intersyndicale. Je tombe des nues parce que même ça, nous sommes toujours en attente. Je signale au passage que le lundi où nous devrions rencontrer en préfecture les délégations avec le préfet, nous recevons un courrier de la préfecture, un mot de la préfecture. Nous annonçons que le préfet a le Covid et qu'il ne peut pas tenir l'atelier. Donc c'est pas de notre fait. C'est ça. On était supposé revenir à la table de négociation le mardi. Le mardi, on nous dit que le préfet nous fait savoir que compte tenu du fait de la médiation avec le médiateur, puisque nous étions assignés au tribunal, référé de ailleurs. Et donc, le juge avait validé le procès de la médiation qui avait démarré depuis le dimanche. Au lundi, médiation pas finie. On nous dit mardi à médiation. Le préfet nous fait savoir que quand on a la médiation du mardi, qu'on reporte au mercredi l'atelier santé. C'est encore de notre faute. Donc, il faut avoir le langage vrai et sincère. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que c'est à cause de l'intersyndicale ou des organisations syndicales que les réunions ne se tiennent pas. Mais pas du tout, il faut rétablir la vérité. Et quand il fallait se voir, le préfet nous annonce que la réunion sera totalement en visio. On nous dit, mais qui ça va rouler là? Donc nous avons fait savoir au préfet que nous voulons d'une réunion, s'il ne peut pas se déplacer physiquement, qu'il souhaite en partie une visio, mais de permettre à ceux qui peuvent venir aussi en présentiel, de pouvoir permettre que la réunion puisse se tenir tant en visio qu'en présentiel. Et nous étions en attente du retour, de la réponse de la préfecture. Et ça a mis du temps. Et c'est ce matin, en fin de matinée, que nous recevons un message de la préfecture qui nous confirme et qui nous dit « Ok, c'est possible, visio et présentiel ». D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, nous on veut bien tout supporter. Mais moi je dis qu'il faut dire la vérité. Et c'est pas laisser planer de doutes, de suppositions. Et quand on me parle de cluster, moi, je ne sais pas bien parler l'anglais. Donc, j'aimerais qu'on me dise à partir de combien de personnes qui sont positives qu'on peut décider que c'est un cluster. Et je précise au passage qu'il y ait un ou deux syndicalistes Covid+. Un syndicat, ce n'est pas une personne. Un syndicat, ce sont des personnes. Madame Zaman n'est pas éternelle. Si demain je ne suis pas là, il y aura un remplaçant. Donc nous travaillons en équipe. C'est l'action collective et unitaire. Donc, on ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes de testées positives que les réunions ne peuvent pas se tenir. Ça voudrait dire que le monde ne peut pas s'appuyer sur une personne, ça n'est pas possible. Serait-ce le préfet qui vous a donné ça à vos collègues, ce Covid? Je ne sais pas, parce qu'il y a de ceux qui n'étaient pas à la préfecture, il y a de ceux qui étaient, donc je ne sais pas. Donc voilà, il y a de ceux que je n'ai jamais rencontrés du tout, je n'ai jamais croisés, et qui ont contact avec l'intersyndicale. Donc est-ce que ça veut dire que c'est l'intersyndicale? Donc aujourd'hui, il faut être en contact avec moi. Si toutefois demain je serai déclarée positive, on dirait que vous êtes de l'intersyndicale, vous avez aussi le Covid. Donc arrêtons un peu. Je pense qu'il faut recentrer le débat sur ce qui est important aujourd'hui et les problématiques, parce que nous avons des professionnels qui sont stressés, angoissés avec une épée de Damoclès au 31 décembre. Qu'allons-nous devenir? Alors, pendant ce laps de temps, comment ça se passe pour les malades? Est-ce que les malades sont pris en soins au CHUM? Bien sûr. Enfin, je suppose, mais je vous demande quand même. Oui, alors il faut savoir que
durant la crise, la quatrième vague, qu'on appelle quatrième vague, l'hôpital était un hôpital tout Covid. Oui. Et on sait que beaucoup de pathologies n'ont pas pu être traitées. Beaucoup de patients sont restés chez eux, qui n'ont pas pu... puisque c'était les urgences, c'était la priorisation était pour les urgences et les cas graves. Et donc, tout est déprogrammé. Donc, il va falloir... Et pour reprendre les rendez-vous, reprogrammer tous ces patients, puisque nous sommes toujours dans la vague. Et on nous parle de cinquième vague. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes persuadés qu'il y a beaucoup de patients qui certainement n'ont pas pu avoir leurs soins convenablement. Des opérations qui ont été déprogrammées, ce genre de choses-là aussi. Voilà, de par c'est ça. La possibilité aussi de circuler pendant un moment. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une vague Covid là en ce moment, pendant ce dialogue, pendant ces 15 jours? Est-ce que vous êtes au plan blanc déjà? Est-ce que l'hôpital est saturé au niveau Covid? On nous dit qu'il y a beaucoup de cas. Alors, est-ce que c'est vrai? On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. En tout cas, les derniers chiffres que j'ai vu qu'il y a sensiblement une montée des chiffres. Maintenant, à quoi on pourrait l'attribuer? Est-ce qu'on pourrait dire que ça équivaut à la cinquième vague? Je ne suis pas persuadée. D'accord. Et vous ne savez pas non plus si on est déjà percuté, impacté du moins par Omicron? Est-ce qu'il y a des malades qui ont eu ça ici? Écoutez, à ma connaissance, à cette heure-là, je n'ai pas eu connaissance du variant Omicron, donc on le saura. Et j'espère en tout cas qu'il y aura la transparence, parce que ce n'est pas faute de demander les chiffres. Dans le dernier journal de l'établissement, nous avons pu enfin avoir le nombre de vaccinés, de malades dans l'hôpital. Enfin, pour la première fois. C'est une première que nous pouvons que saluer. Parce que partout ailleurs, il y a une transparence, une agressivité. Tel n'était pas et n'est pas le cas à la Martinique, au CHU de Martinique. D'accord. Donc là, en ce moment, vous êtes en négociation, les choses avancent lentement, puisqu'il y a des gens qui sont impactés par cette histoire. Avancent lentement, parce qu'il faut signaler par ailleurs que nous sommes dans la répression aujourd'hui. Avant, nous prenons c'est voiture police, GIGN, tribunal, quand nous avons été gazés au niveau du CHUM, peu de temps après, nous avons été en référé au tribunal, nous interdit de barrer, interdit de manifester, etc. Vous avez dû voir pendant une période, nous étions tous en blanc. Donc c'était suite à ça. Ensuite, on nous a aussi imputé le blocage du port, référé tribunal. D'ailleurs, ce délibéré qui n'arrive pas, qui devrait arriver aujourd'hui, puisque chaque fois le délibéré est reporté pour médiation, reporté conclusion médiation, reporté parce que le juge va encore attendre pour délibérer. Donc voilà, on est dans ça. On a le sentiment que tout est fait pour gagner du temps, jouer à la montre. D'accord? Donc nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas des illettrés en Martinique. Nous avons bien compris le jeu du gouvernement, le jeu de nos dirigeants, le jeu des autorités. D'accord. Et vous, quel jeu pensez-vous? Alors moi je dis ce jeu, de vouloir appliquer coûte que coûte l'obligation. Et aujourd'hui, quand on est au Sénat, où il nous parle de possibilités d'adapter territoire par territoire, c'est que du vent, c'est que des mots. Donc on arrête ce jeu, soyons sincères au gouvernement. On a bien entendu le ministre à un moment dire que, en fonction des chiffres, en fonction des territoires, qu'on verrait la possibilité d'une adaptation. Et ce que je peux vous signaler au passage, c'est que dès lors que c'était applicable depuis septembre, on est passé à octobre, on est passé à novembre, aujourd'hui on est passé à décembre, comment pourrons-nous qualifier cela? N'est-ce pas une dérogation à la loi? Donc voilà. Donc en ce moment, il y a des soignants qui sont au CHUM en train de soigner les malades, prendre en charge les malades. Tout à fait. Même si certains sont vaccinés, d'autres ne le sont pas. Mais je présume que vous avez mis en place un système de test PCR. Oui, l'administration a mis en place un système de test PCR, puisqu'on sait aujourd'hui qu'au niveau des formations, que vaccinés ou non vaccinés, on peut être contaminé et contaminer les autres. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que même les soignants qui sont vaccinés doivent présenter un test PCR lorsqu'ils viennent au CHUM? Alors, devraient présenter, parce que moi, pas dans les couloirs, moi, pas dans les services, pour m'attester de quoi que ce soit. En tout cas, nous disons que l'administration a
la responsabilité de l'organisation, de la sécurité dans l'établissement. Donc je sais qu'il y a des dispositions, tout est mis en place justement pour protéger tout le monde, tous les professionnels. Est-ce que le départ prématuré du directeur rend les choses encore plus difficiles? Écoutez, nous avons les IGAS qui sont arrivés, donc il y a une continuité. On entendait 3, il y en a un qui est arrivé, une IGAS, et 2 autres qui doivent arriver en janvier. S'il vous plaît? Alors, ce sont les inspecteurs généraux. D'accord. On pourrait dire sous tutelle. D'accord. Donc, que pendant 3 mois. Voilà, 3 mois. Et c'est eux qui vont gérer l'hôpital pendant 3 mois. On pourrait le dire. Mais dans une période de crise comme ça, est-ce que c'est ce qu'il fallait? Est-ce que le directeur ne devait pas rester en poste? Notre établissement, ce n'est pas à sa première mise sous tutelle. Donc, on pourrait dire que nous sommes coutumiers. Et par expérience et pour mémoire, toutes les fois où nous avons eu le passage des IGAS, on pourrait dire qu'il y a eu de l'ordre dans l'hôpital. Des 2 côtés, je présume. Il y a eu de l'ordre dans l'hôpital. D'accord. Et donc, pour ma part, je salue. C'est une bonne chose qu'il soit là. De mon point de vue, oui. D'accord. Donc, il n'y aura pas d'interruption de soins, ça ne va pas encore bloquer, au contraire, les choses vont continuer. Ça ne peut pas bloquer, parce que quelle soit la présence de directeurs ou d'inspecteurs généraux, c'est la même feuille de route. Hein. Donc, quel que soit le directeur ou l'autorité qui sera en présence, c'est le gouvernement qui applique les directives. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de personne. Mais est-ce que véritablement tous les hôpitaux appliquent les directives du gouvernement comme ça? Non. Est-ce qu'en France, j'ai cru comprendre qu'il y a des établissements où les directeurs prennent la responsabilité de dire « je ne peux pas faire fonctionner l'hôpital ». Donc. Oui, tout à fait. J'ai un exemple hier où on a vu un directeur d'établissement, j'oublie l'établissement, qui a expliqué qu'il ne pouvait pas appliquer cette loi dans son établissement parce que les chiffres de non-vaccinés étaient trop importants et que s'il fallait suspendre tous ces professionnels, que l'hôpital fermerait. Donc, dans le souci de continuité des soins, qu'il ne pouvait pas appliquer cette loi, donc qu'il ferait tout le monde travailler et qu'il en prendrait sa responsabilité parce que c'était pas possible de fonctionner sans son personnel. Est-ce que dans un cas comme ça, ce directeur sera suspendu? Écoutez, moi je salue ce qu'il a fait parce qu'en fait, moi ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, de manière factuelle, Madame Zab, on n'a pas décidé qu'en Martinique de militer contre l'obligation et de militer pour que le maintien en poste de tout le monde. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a un réel problème. Les chiffres sont là, les chiffres en attestent. Et la question que nous posons, qu'allons-nous faire? Quelle alternative? Quelle adaptation pour le territoire compte tenu de ces chiffres? Bien. Alors, si les choses n'avancent pas, est-ce que la grève va s'intensifier sous d'autres formes probablement, peut-être? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment sortir de cette impasse? Si le gouvernement ne bouge pas. Écoutez, laissons mourir les Martiniquais. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je dis aujourd'hui que, comme on le voit ailleurs, tout ce qui se passe, les mouvements qui s'intensifient partout. Donc, c'est pas propre à la Martinique. Les Martiniquais sont peut-être plus résistants parce qu'ils ont une histoire, ils ont une culture. Et ce que nous connaissons, notre histoire en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, ce n'est pas la même histoire pour les autres départements de l'Hexagone. Ouais. Nous sommes issus d'un peuple. Et pas seulement un peuple qui boit du rhum ou qui fait du vaudou. Non, un peuple qui a connu l'esclavage, qui a dû résister, qui a eu sa liberté et qui a souffert dans sa chair, et l'héritage est là. Et dès lors que vous parlez de toucher dans le corps, dans sa chair et dans son corps, ce peuple réagit. Et je fais partie de cet héritage aussi me concerne. Un peuple de guerriers, de guerrières, de résistants, de résistantes. Si vous deviez lancer un appel au calme, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez dire pour essayer d'arranger les choses, Madame Zamor? Parce que vous êtes martiniquaise, comme vous dites, il y a des malades, nous avons des gens de notre famille à l'hôpital, probablement. Donc je suppose bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que tout ça se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ou faire pour arranger cette situation? Si le gouvernement à 8000 km ne bouge pas,
Comment faire bouger les choses? Alors, moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a ce rapport de force qui a intensifié, a renforcé. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été suffisamment soutenu par la population martiniquaise? Parce que peut-être que si la population se met debout, peut-être que le gouvernement entendra mieux. Eh bien, c'est ce que je dis, ce rapport de force, c'est ça. C'est avec tout le monde, la population. Et moi, je voudrais dire aux jeunes, il y a des jeunes qui ont compris. Il y en a qui n'ont pas encore bien compris. Et aujourd'hui, je leur dirais que tout ce que vous allez faire aujourd'hui va servir ou desservir la cause. Et je dirais à la population, aujourd'hui, l'obligation concerne les professionnels de santé. Mais ne soyez pas dupes. Ça va concerner toute la population tôt ou tard. Ouais. Les enfants, les petits. Donc, à l'heure actuelle des connaissances, on nous vaisiez nous. Donc, combattre, c'est combattre nous toutes là, nous pourrions ensemble. Et c'est ce travail qui a commencé depuis 2 jours, où nous avons des militants qui vont au-devant des professionnels, qui vont au-devant de la population, pour leur expliquer pourquoi de la mobilisation, quel objectif, quel but, prendre ce temps. Et c'est ce que nous avons décidé, nous aussi, au niveau des syndicats de la santé, d'aller auprès des professionnels, parce qu'on a le sentiment que certains pensent qu'ils appuient sur un bouton syndicat, et puis tout va se faire, et puis voilà. Il y a des personnes qui vont lutter, qui vont militer pour eux, et puis tout le monde veut militer, mais derrière son Facebook, derrière son WhatsApp. Ah, mais ils auraient dû faire comme ci, ils auraient dû faire comme ça, il y a qu'à, faut qu'on... Tout le monde est fort derrière le Facebook et derrière le WhatsApp. Mais c'est pas ça la lutte. Quand nous avons des convictions, il faut savoir l'exprimer, le démontrer, le montrer. Et dans l'unité d'action, l'action collective. Mais c'est pas enfin pas ça encore en mode syndicaliste, allez, gouvernement nous, et puis si nous n'avons pas de résultats, nous les a, et bien nous avons au champ les yo. C'est pas ça. Oui, au champ les syndicalistes là ou bien les syndicalistes là. En plus. Ah oui. Moi je reçois il y a beaucoup de personnes qui encouragent. Il y a de ceux qui critiquent, qui ne comprennent pas et qui au lieu d'essayer de poser les bonnes questions, d'aller chercher les réponses, mais qui vous critiquent, qui vous disent que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, il faut faire les barrages, il faut bloquer, il faut ceci. Ouh là 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 là. S'ils savaient comment c'est dur de militer, quand on a des convictions, c'est vrai, et on reste fidèle à soi-même, fidèle à ses idées, à ses convictions. Même ça, moi aujourd'hui, si je me suis intégrée, je milite, c'est parce que j'ai un éveil de conscience. Et je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la Martinique, pour les Martiniquais, pour les générations futures, nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Nos aînés se sont battus. Est-ce que vous avez des nouvelles de la Guadeloupe sur le combat de la Guadeloupe qui est à peu près similaire au vôtre, hein? Est-ce que c'est que le masque? Oui, je sais. On a bientôt fini. Est-ce que la Guadeloupe, vous avez des ben écoutez, ils avaient une réunion où ça a chopé. Donc, les discussions sont encore plus rudes encore sur la Guadeloupe, mais c'est le même combat. Ouais. C'est le lionnage. Et le gouvernement fait tout pour mettre la division entre nous. Mais division, il peut gagner, hein. Parce que Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est même combat, même pep. Même bité, même bagaille. Même bité, même bagaille. Même bête. Pour les Guyanais disent même bête, je crois. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à la population que je ne vous ai pas posé comme question? Je voudrais dire, moi, Martinique, on nous semblait, c'est ensemble nous qui avons gagné. Et je dis tout le monde, raide, combat raide, parce que nous avons attaqué en machine étatique. Ils ont bien vu que tout le monde nous fait ces bagailles, c'est répression. Répression policière, répression tribunal. Combien de fois on a passé devant le tribunal là? Même pas qu'à la G, pas qu'à Moli. Alors, nous avons dit autres, venez nous forces là, c'est ensemble que nous y arriver. Merci beaucoup, Madame Zamor, et puis bon courage pour la suite. Merci. Merci. Vous êtes Madame Magali Zamor, vous êtes secrétaire générale CG. C'est bien ça, CGTM Tout Santé fait, ça. au CHUM. Merci. Merci à vous, Madame. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.